illusion de la référence, Gustave Flaubert écrit « Dans la langue de tous les jours, les mots semblent référer verticalement chacun à la réalité qu'ils semblent rendre, comme les étiquettes sur un couvercle de tonneau, donc chacun étant une unité sémantique. En littérature, en revanche, l'unité de sens, c'est le texte lui-même. Les effets réciproques de ces mots les uns sur les autres, en tant que maillons d'une trame finie, remplacent la relation sémantique verticale par une relation latérale, courant le long des lignes du texte et qui tend à annuler les significations lexicographiques des mots. J'applaudis de tout cœur au concept de texte comme trame d'effets réciproques. Bien entendu, ce n'est pas une invention de R, mais quelque chose qui nous est arrivé d'Europe. Son influence sur les théoriciens littéraires a été immense, mais jusqu'à présent la philosophie n'a pas encore été touchée. J'ai le sentiment que si le concept de texte devenait aussi central dans la philosophie analytique que l'est la proposition depuis que Frege lui a accordé la primauté, ou que l'est le terme depuis Aristote, un vaste monde s'ouvrirait à la recherche philosophique. Car le concept de texte s'étend bien au-delà des seuls textes littéraires. Il s'applique aux compositions musicales et aux structures architecturales, des formes d'art dont la référentialité a parfois été mise en question, ainsi qu'aux personnalités, aux vies entières au sens biographique du terme, aux familles, aux villages, aux cultures, toutes choses pour lesquelles la question de la référentialité n'a pour ainsi dire pas été posée. L'expression « une trame d'effets réciproques » en viendra à signaler une classe de relations aussi variées et peut-être aussi importantes que celles qui relient des propositions en arguments et qui ont été si abondamment étudiées dans la pensée philosophique contemporaine. Cela dit, le fait qu'une œuvre soit unifiée à travers une trame d'effets réciproques est tout à fait compatible avec la référentialité extra-textuelle de l'œuvre, bien que celle-ci puisse se trouver compliquée par des références intratextuelles, aussi bien qu'extra-textuelles. Le prélude et le final de Middlemarch réfèrent réciproquement l'un à l'autre tout autant qu'ils réfèrent au roman, qu'ils encadrent, et en plus ils réfèrent ou font allusion tous les deux à Sainte Thérèse, qui n'est pas un texte, sauf en un sens si large que la théorie de R en devient timide et décevante. La référence à Sainte Thérèse a pour but de fournir une métaphore pour Dorothea Brooks, peut-être Miss Brooke, en ascète érotique. Le prélude et le final prouvent ainsi que son caractère ne s'est pas démenti au cours de 2 mariages et nous disent en fin de compte quelque chose de profond concernant le peu de possibilités que nous avons d'être différents de ce que nous sommes. Mais cela va bien au-delà de ce qu'ont voulu dire les philosophes en supposant que Middlemarch réfère à un monde à lui par exemple, ou à une femme désincarnée et subsistante, Dorothea Brooks. Et cela va bien au-delà également de ce que sera prêt à admettre R, qui n'est pas plus à même que ne l'avaient été les discussions philosophiques au sujet de la référence fictionnelle, de nous dire pourquoi nous devons nous intéresser à Middlemarch. Pourquoi, puisque nous ne sommes pas des spécialistes en littérature, nous préoccuperions-nous de ces trames compliquées d'effets réciproques? Parce qu'elles sont là, n'a jamais été une bonne raison, même pour escalader les montagnes, mais je suis frappé par le fait que les philosophes semblent comprendre uniquement des références verticales, et si AR dit juste, les théoriciens littéraires seulement des références horizontales. Selon ce schéma de coordonnées, il est difficile de localiser de quelque façon que ce soit la littérature sur le plan des préoccupations humaines. Il est évident que si nous voulons obtenir une réponse, il nous faut une coordonnée Z. Nous devons ouvrir une dimension de référence que ne révèle entièrement ni la référence verticale, ni la référence horizontale. C'est ce que je commencerai à faire dans la suite de cet essai. Car la différence entre le chroniqueur et le poète ne vient pas de ce que l'un s'exprime en vers et l'autre en prose. Écrit Aristote, secourable comme toujours. Et il continue, on pourrait mettre en vers l'œuvre d'Hérodote, ce ne serait pas moins une chronique en vers qu'en prose. Selon mon interprétation, et bien qu'il néglige la possibilité inverse, Aristote veut dire qu'on serait incapable de décider par le simple examen d'un texte s'il s'agit de poésie ou d'autre chose, ce qui donne une structure directement philosophique à ma propre question.
Une question est de forme philosophique, j'aimerais ajouter toujours, mais je n'ai pas de preuve immédiate, lorsqu'on peut trouver réellement ou imaginativement des paires indiscernables et qui néanmoins occupent des lieux ontologiques distincts de sorte que nous sommes obligés de découvrir en quoi devrait consister leur différence, où devrait consister leur différence. Le cas classique consiste à établir une correspondance entre l'expérience onirique et l'expérience réelle, de telle manière que, comme Descartes l'exigeait, aucun trait interne d'un des deux modes d'expérience puisse servir de critère de différenciation. Donc tous les critères internes que nous utilisons de fait, et comme il apparaît de manière préanalytique, seront non pertinents pour la solution du problème. Dire par exemple que les rêves sont vagues et incohérents ne fournit pas un critère, car on peut imaginer et peut-être même avoir des rêves qui soient assez similaires à l'expérience éveillée pour rendre inopérant le critère en question. Autrement dit, la différence doit être perpendiculaire au plan de l'expérience, et la philosophie a pour tâche de dire en quoi elle consiste. Kant découvre la même chose dans la théorie morale, puisqu'il imagine qu'il serait possible qu'un ensemble d'actions fût parfaitement conforme au principe sans posséder de valeur morale, étant donné que cette dernière exige une relation à ces principes qui soit autre que de simple conformité et que l'observation extérieure ne saurait amener de décision. Adimante fournit l'exemple étourdissant qui met en route la République d'un homme parfaitement juste dont le comportement est indiscernable de celui d'un homme parfaitement injuste. L'exemple exige que la justice soit située orthogonalement à la conduite, et il implique que la seule théorie possible est celle que Platon nous offre. D'autres exemples sont faciles à trouver. L'état présent du monde est compatible avec n'importe quel âge de ce monde, fût-il âgé seulement de 5 minutes, et rien à la surface du monde ne saurait nous permettre de prendre une décision sans présupposer la réponse. Un simple mouvement corporel et une action de base pourraient apparaître exactement similaires, de même que ce que nous prenons comme expression d'un sentiment peut n'être qu'une sorte de rictus. Aucun élément accessible à l'observation ne saurait discriminer, pour utiliser une distinction humienne, entre une paire d'événements connectés et une paire d'événements simplement conjoints. Et dans mes propres investigations en philosophie de l'art, j'ai énormément profité de la découverte du Champienne, en vertu de laquelle aucun trait accessible à la vision ne saurait arbitrer la différence existant entre une œuvre d'art et un simple objet réel, qui lui ressemble dans toutes ses particularités extérieures. De ce fait, toute distinction proposée sur la base de différences perceptuelles se sera révélée, à l'instar du système de Linné, en botanique, artificielle, quelle qu'ait été son utilité dans la pratique. Duchamp a rendu caduques toutes les théories du passé en prouvant que le problème était philosophique. Et voici Aristote qui nous dit que la différence entre poésie et histoire ne saurait être trouvée à la surface des textes et que leur distinction ne relève pas d'un simple problème de classification, mais engage une explication philosophique. Il n'est en effet nullement difficile d'imaginer deux textes, mais d'une certaine ampleur qui appartiennent à deux genres pertinemment distincts, sans qu'ils diffèrent par ailleurs ne serait-ce que d'un point-virgule. Il m'est arrivé d'imaginer une paire de textes indiscernables, dont l'un serait un roman, l'autre un texte historique. Supposons que mon collègue Stern découvre des archives contenant les papiers d'une femme de la noblesse polonaise, morte, comme il fallait s'y attendre, dans un couvent. Aussi incroyable que cela paraisse, elle avait été la maîtresse de Talleyrand, de Metternich, du jeune Garibaldi, de Jérémie Bentham, d'Eugène Delacroix, de Frédéric Chopin, du tsar Nicolas de Russie, et elle considérait que les grands amours de sa vie étaient George Sand et Sarah Bernhardt, encore nubile. Publiée par l'éditeur Viking, l'œuvre obtint le prix Pulitzer en histoire, la même année où un roman portant exactement le même titre gagne le prix en littérature, Maria Mazurka, maîtresse d'Eugénie, écrit par Erika Jong, qui a inventé une héroïne qui meurt comme il convient dans un couvent, mais qui en des temps antérieurs avait été la maîtresse de Talleyrand, de Metternich, du très jeune Garibaldi, de Jérémie Bentham, d'Eugène Delacroix, de Frédéric Chopin, du tsar Nicolas de Russie, et qui considérait que les grands amours de sa vie étaient George Sand et Sarah Bernhardt, encore nubiles. Malheureusement, le roman de Jong comporte trop d'invraisemblances, met en scène trop de personnages, et n'est pas assez centré.
autant de défauts auxquels Jung est encline ces derniers temps. À cet égard, une comparaison critique s'impose avec le merveilleux livre de Stern, qui réussit à suivre la trace de tous ses personnages, reste très ramassé sur lui-même, malgré la diversité de ses matériaux, et ne contient pas un seul fait en trop. Aussi, le livre de Jung, au désespoir de l'auteur et de l'éditeur, Random House, est-il bientôt soldé. Pour 2,48 $, vous pouvez obtenir un gros livre qu'on ne saurait distinguer du livre de Stern, vendu au prix spécial de 19,99 $ par le club du livre d'histoire, bien qu'il soit impossible de trouver un lecteur de Stern qui s'abaisserait jusqu'à lire un simple roman. Bien entendu, le livre de Stern s'engage dans une relation référentielle verticale, alors que celui de Jung, puisqu'il s'agit d'un roman, constitue un réseau d'effets réciproques et clos sur lui-même, ou presque, et ne s'engage que dans des relations référentielles horizontales. Je me rends compte que je glisse de la philosophie vers la littérature, mais ce qui importe, c'est que tout critère de différenciation proposé doit être capable de survivre à des exemples de ce type. La réponse célèbre mise en avant par Aristote est évidemment que la poésie est plus philosophique et plus noble que la chronique. La poésie traite plutôt du général, la chronique du particulier. Il est évident que si l'exemple que je viens de construire est possible et s'accorde à l'esprit aristotélicien, la différence en question ne saurait être marquée grammaticalement ou syntaxiquement. Il doit donc y avoir un aspect par lequel le livre de Lo Jung, malgré tous ses défauts, a une portée générale, alors que le livre de Stern, aussi splendide qu'il soit comme essai historiographique, reste justement pour cette raison-là au niveau du particulier, c'est-à-dire qu'il traite de cette femme spécifique, engagée dans ses liaisons torrides précises. D'un autre côté, le livre de Jung, bien qu'il soit de portée générale et de ce fait plus philosophique que le livre de Stern, ne doit pas être exactement aussi philosophique que ne l'est la philosophie elle-même. Sinon, le problème posé par la construction de la philosophie comme une forme de littérature serait résolu au prix d'un tel élargissement de la philosophie qu'elle inclurait tout ce qu'Aristote considérerait comme de la poésie, puisque rien ne pourrait être plus philosophique que cette dernière. De quelque façon que la philosophie puisse être de la littérature, si tant est qu'elle soit de la littérature, il faut tenir compte de ces différences, quelles qu'elles soient, avec la littérature qui n'est pas de la philosophie. Cela quelque philosophique que la littérature doive nécessairement être pour qu'on puisse la distinguer de la simple histoire. Mon idée est que la philosophie veut être plus que générale. Elle exige également que ses propositions soient nécessaires, qu'elles soient vraies pour tous les mondes possibles. À cet égard, elle forme un contraste avec l'histoire et d'ailleurs aussi avec la science qui s'attache à des vérités valant de manière spécifique pour ce monde particulier, l'unique monde actuel, et qui est bien contente lorsqu'elle arrive à établir de telles vérités. Je viens de soutenir que la sémantique philosophique considère que la littérature est vraie pour des mondes possibles, ou pour employer le langage commun, qu'elle serait de l'histoire dans celui de ces langages communs, dans celui de ces mondes qui seraient actuels au lieu et place d'une autre. Les voyages de Gulliver seraient une description anthropologique de tout monde dans lequel existeraient des Lilliputiens plutôt que des Mélanésiens. Cela, j'en ai bien peur, est très proche de la conception d'Aristote, selon qui l'histoire traite de ce qui a eu lieu réellement, alors que la poésie s'occupe de ce qui pourrait avoir lieu. Et cela ressemble trop à être vrai d'un monde possible pour qu'on puisse l'accepter tel quel comme analyse. Je crois néanmoins que la littérature possède effectivement une certaine validité générale, différente de celle-là, et qu'il vaut la peine de prendre en compte. Je vais essayer de dire de mes propres termes en quoi elle réside. Je reconnais par ailleurs que si la philosophie est aussi de la littérature, il se pourrait qu'elle doive être générale et peut-être même nécessaire de deux manières différentes. L'idée que j'aimerais défendre est que la littérature n'est pas générale au sens où elle serait à propos de tout le monde possible, en tant qu'il est possible, comme la philosophie dans sa forme non littéraire aspire à l'être, ni au sujet de ce qui se trouve être le cas dans notre monde actuel, comme l'histoire prise ici, comme exemple de la science comme telle, aspire à l'être, mais plutôt à propos de chaque lecteur qui en fait l'expérience. Bien sûr, elle n'est pas au sujet de ces lecteurs, comme pourrait être un livre consacré à la lecture,
qui incidemment se trouve être à propos de ces lecteurs considérés comme une sous-classe de son sujet d'étude, mais plutôt de la manière dont le prétentieux portrait de la famille Benjamin West, où vous chercheriez en vain à le voir, et à propos de son auteur. West ne se montre pas lui-même à la manière de Velázquez dans les Ménines, mais néanmoins par l'intermédiaire d'une identification métaphorique et allusive, le tableau est à propos de Benjamin West comme Raphaël, comme peintre de la Sainte Famille. Le peintre informe l'œuvre comme une sorte de Dieu caché. Ce que je veux dire, c'est qu'une œuvre littéraire est au sujet de ses lecteurs, en ce sens métaphorique et allusif, image de miroir exact de la manière dont le tableau de West est à propos du peintre. D'après l'idée merveilleuse de Hegel, l'œuvre existe pour le spectateur et non pas pour son propre compte. Elle n'existe que pour l'individu qui la contemple, de sorte que la réception complète l'œuvre et la dote de sa substance finale. La thèse difficile que je soutiens peut être formalisée à peu près comme suit. Selon l'analyse usuelle de la généralité X, f de x est équivalent, à travers les mécanismes de la déduction naturelle, à une conjonction de toutes les valeurs de x, la formule étant vraie au cas où tout x est f. La généralité de la référence littéraire consiste uniquement dans le fait qu'elle est à propos de chaque individu qui lit le texte au moment où il le lit. Et elle comporte nécessairement une expression indexicale impliquée. Chaque œuvre est à propos du jeu qui lit le texte et qui s'identifie non pas avec le lecteur supposé pour lequel l'auteur supposé écrit, mais avec le sujet réel du texte, en sorte que chaque œuvre devient une métaphore pour chaque lecteur et peut-être la même métaphore pour chacun d'eux. Il s'agit bien entendu d'une métaphore en partie parce qu'il est littéralement faux que je sois Achille ou Léopold de Bloom, ou Anna ou Oedipe ou le roi Lear, ou Hyacinthe Robinson, héros de la princesse Casamassima, roman de Henry James, ou Streeter, ou Lady Glencora, ou encore un homme traqué par une bureaucratie abstraite à la suite d'une accusation non spécifiée ou supposée, ou l'esclave sexuel O, ou le conducteur de radeau responsable envers un être moral qu'une nation ignoble ne reconnaît pas comme homme, ou le narrateur obsessionnel de la violence de mes ancêtres, qui est ma propre violence, puisque leur histoire finit par être la mienne, ou quelqu'un qui se situe par rapport à Jay Gatsby, comme Jay Gatz se situait par rapport au même rêve que celui que je nourris moi-même concernant l'amour, l'accomplissement, la beauté, l'élégance et la fortune. Une liste que je viens de découvrir dans une merveilleuse histoire de Gail Colvin. Il y a littérature si pour chaque jeu lecteur, jeu est le sujet de l'histoire. L'œuvre trouve son sujet uniquement lorsqu'elle est lue.